Danny Sheikh, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, avec vous, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël à Paris. Et je voudrais qu'avec vous, nous essayions de décrypter un peu ce qui s'est produit hier avec les deux rencontres entre la délégation américaine, Jared Kushner, Jason Greenblatt et les représentants, les responsables israéliens, d'abord Binyamin Netanyahou en matinée, puis en soirée, à Mahmoud Abbas. Alors, la rencontre, il faut bien l'avouer, avec Binyamin Netanyahou, on ne peut pas dire que elle se soit déroulée dans une atmosphère de tension. On a le sentiment quelque part que les Américains ont obtenu des Israéliens ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire peut-être une sorte de restriction, même minime, de la construction dans les implantations. Et on a le sentiment que les pressions sont plutôt du côté palestinien et que la tension est plutôt du côté palestinien, puisque, comme je le disais tout à l'heure en titre, eh bien, au moment où Mahmoud Abbas rencontrait Jared Kushner et Jason Greenblatt, eh bien, une manifestation se déroulait à Ramallah dans laquelle les manifestants scandaient comparer Jared Kushner à un chien sioniste, ce sont les termes qui ont été utilisés dans cette manifestation. Alors, à votre avis, pourquoi y a-t-il un tel déséquilibre? Est-ce que finalement l'administration Trump, qui aurait dû peut-être être un peu plus impartiale, a pris fait et cause pour Israël et cela irrite passablement les Palestiniens? Je pense qu'il faut d'abord comprendre que déjà au départ, Mahmoud Abbas a de gros problèmes politiques avec les siens, compte tenu du fait que la viabilité d'un présumé processus de paix est à peu près le seul, sinon ou au moins le plus grand bagage politique qui l'amène sur la scène. C'est-à-dire c'est lui qui, depuis des années, prône la poursuite d'un processus diplomatique plutôt que la réouverture d'un nouveau round ouvert de violence entre Palestiniens et Israéliens. Et donc déjà, du fait que depuis des années, ce processus de paix n'est pas véritablement vivant, n'est pas véritablement actif, déjà il commence avec une grosse problématique par rapport à son opinion publique. Maintenant, imaginez-vous une administration américaine qui entre en scène avec des déclarations clairement plutôt du côté israélien que palestinien, que vous avez une équipe qui est en charge de ce dossier pour cette administration, qui n'est composée quasiment que de personnalités juives, et parmi elles, quelques-unes qui sont de manière assez claire du côté droit Oui. de la scène politique, même vue par des Israéliens. Donc, je pense qu'il est assez compréhensible que cette équipe soit reçue et soit regardée par les officiels palestiniens actuellement, au moins avec une certaine méfiance, sinon hostilité. Mais il faut dire d'un autre côté que ça n'a jamais été raison suffisante pour Mahmoud Abbas et les siens de délégitimer la présence de ces personnalités. Ils sont chaque fois reçus à Ramallah et les négociations continuent, les pourparlers continuent, pour le moment sans grand succès, mais nous ne sommes pas non plus arrivés à un stade où les Palestiniens disent c'est pas la peine. Oui. Dans les conditions actuelles, ce n'est pas la peine de continuer ces efforts. Alors, d'ailleurs, la presse israélienne et les médias affirment même ce matin que la rencontre entre Kouchner et Abbas a été plus calme que prévu. C'est-à-dire que Mahmoud Abbas a fait une déclaration visant à vanter les efforts entrepris par Donald Trump pour essayer de régler le conflit israélo-palestinien. Et j'entendais un commentaire qui disait qu'en fait, derrière cela, eh bien, il y avait des coups de téléphone extrêmement exaspérés de la part de plusieurs leaders sunnites arabes de la région, peut-être comme le
roi Abdallah ou d'autres leaders à Mahmoud Abbas pour lui dire pour lui demander de cesser de critiquer l'administration Trump parce qu'en toile de fond, eh bien, on a le sentiment peut-être que le problème palestinien israélo-palestinien n'est pas le problème prioritaire aujourd'hui, mais que la priorité, c'est d'essayer de former un front avec les pays sunnites face à la menace que représente l'Iran. Est-ce que vous avez un peu ce sentiment que les Palestiniens craignent de passer au second rang ? Oui, sans doute, il y a des Palestiniens qui craignent de passer au second rang. Je ne suis pas sûr que c'est une crainte réaliste, parce que c'est vrai, et c'est très bien que la question palestinienne reçoive depuis quelque temps un contexte régional. Je pense que c'est bénéfique pour l'avenir d'un processus de paix, c'est bénéfique pour les possibilités de pacifier cette région et de la reconstruire comme une véritable région, parce qu'elle n'agit jamais comme une vraie région, à cause des divers conflits, et pas seulement le conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe. Mais je pense d'un autre côté que tous ces pays sunnites qui sont devenus des acteurs positifs pour encourager les Palestiniens et les Israéliens d'ailleurs à reprendre les négociations, je ne pense pas qu'ils avanceront vers une normalisation des relations avec Israël sans que le dossier palestinien soit réglé. Vous n'avez pas l'impression que c'est quand même pour eux pas marginal, mais peut-être moins important que la menace que représente l'Iran ? C'est peut-être vrai, mais même si c'est moins important, je pense que c'est pour eux, par rapport à leur opinion publique et par rapport à des décennies d'éducation, entre guillemets, de leur opinion publique par rapport à la question palestinienne, c'est peut-être secondaire, mais c'est une condition sine qua non pour la normalisation. C'est-à-dire, ils souhaitent normaliser les relations avec Israël pour des raisons qui ne concernent pas les Palestiniens, mais plutôt comme vous venez de le dire, la menace iranienne, la montée de l'islam radical, etc. Ils souhaitent intégrer Israël dans un front de combat contre ces menaces-là, et d'ailleurs aussi dans un front positif de développement de la région, économique, stratégique, politique, etc. Mais tout ça, à leurs yeux, n'est pas réalisable sans avoir réglé la question palestinienne. Ce qui va résulter, non pas à dire aux Israéliens, écoutez, débrouillez-vous avec les Palestiniens et puis venez nous voir, non, cela résulte dans une certaine pression que les pays arabes font sur les Palestiniens et sur les Israéliens pour les encourager, les pousser vers un règlement de cette question. Et c'était tout à fait l'esprit de ce que Donald Trump et son équipe avaient entendu lors de cette grande réunion en Arabie Saoudite en amont de sa visite chez les Israéliens et les Palestiniens il y a quelques mois. Alors justement, vous parlez de Donald Trump, on a presque l'impression que cette rencontre, c'était au milieu du mois de mai, était il y a plusieurs années même. On a le sentiment qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé. Le temps passe vite. Oui, le temps passe vite et on a le sentiment d'une certaine manière que Donald Trump est un peu affaibli. Est-ce que par ce qui se passe à l'intérieur de son administration, est-ce que vous croyez que Donald Trump a la capacité d'enclencher un processus de paix alors qu'il est affaibli sur le plan intérieur? Est-ce que et que justement donc il y a cette méfiance du côté des Palestiniens? Est-ce qu'il a une possibilité de réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué? Ce sont deux questions en fait. Est-ce qu'il peut réussir où tous ses prédécesseurs ont échoué? Oui. Et est-ce que, l'autre question, c'est est-ce qu'il y a une sorte de connexion entre la situation de politique intérieure et celle de la situation régionale chez nous? Je pense que sur la première question, du moins sur le plan théorique, je ne vois pas de raison pourquoi il ne puisse pas réussir là où d'autres ont échoué. Le fait qu'il y ait eu des échecs ne veut pas dire qu'un jour il n'y aura pas un succès. Oui. Et donc, théoriquement, vous avez une administration à la tête de laquelle se trouve un président très volontariste qui
qui pense qu'il a les réponses à tout, et pourquoi il n'aurait pas les réponses à celle-ci. C'est lui qui a formulé cette phrase. Je souhaite faire le plus grand deal de l'histoire, puisque Oui, tout est le plus mais, grand, mais- le plus réussi de ouais, l'histoire depuis la naissance d'Adam et d'Ève. ouais. Ma foi, chiche, Oui, voyons mais comment. quand on fait un deal, on a et surtout quand on est dans le monde de l'immobilier, hein, même sans être homme d'affaires, on peut le comprendre. Lorsqu'on a jaugé ses interlocuteurs, eh bien, on devrait passer à l'action. Et là, on a l'impression que ça piétine beaucoup. C'est possible. D'un autre côté, moi, je ne suis pas du tout de ceux qui pensent que des réussites dans le monde des affaires peuvent se traduire exactement dans le monde de la diplomatie. Les deals diplomatiques ne se font pas comme des deals d'immobilier. Et c'est une sorte de mythe que les hommes ou les femmes d'affaires font forcément de grands leaders politiques. Personnellement, je n'en connais pas énormément de précédents. Mais peu importe, je souhaiterais que l'administration américaine reste dévouée à ce dossier, reste volontariste, reste mobilisée pour essayer d'amener au moins tout le monde autour de la table. Et pour moi, personnellement, aujourd'hui, amener tout le monde autour de la table, ce n'est pas que les Israéliens et les Palestiniens, mais aussi les Israéliens et les pays arabes sunnites que vous venez de citer. Je pense qu'il y aurait une interférence positive entre les deux contacts diplomatiques. Maintenant, sur le plan intérieur, je ne pense honnêtement pas qu'il y ait une incidence l'un sur l'autre. Je pense qu'il y a un désintérêt généralisé de l'opinion publique américaine de manière générale sur la politique étrangère, et d'autant plus sur un dossier qu'ils connaissent comme un dossier qui n'a quasiment pas de solution prévisible, comme celui du Proche-Orient. Donc, s'ils cherchent à alléger les pressions intérieures par une éventuelle réussite sur le dossier israélo-palestinien, je pense qu'il faudrait vraiment une signature d'un accord de paix sur le gazon de la Maison-Blanche pour arriver à faire quelque chose. Et ça, malheureusement, ce n'est pas prévu pour les semaines et les mois prochains. Eh bien, Danishek, merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous aider à mieux comprendre les répercussions, hein, en tout cas peut-être encore à chaud, de ces rencontres d'hier de la délégation américaine avec les responsables israéliens et palestiniens. Merci d'avoir été avec nous sur studiokalita.com ce matin. Bonne journée et Shabbat Shalom. Merci à vous, Shabbat Shalom. Voilà, il est 8h27, 28 minutes sur studiokalita.com. Dans quelques instants, nous retrouvons Eliana Gurfinkel qui consacrera, comme je vous le disais tout à l'heure, sa chronique au Rav Kook, au Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, la grande figure, le grand leader spirituel du sionisme religieux, dont c'est aujourd'hui la Haskara, l'anniversaire de décès. C'était il y a 72 ans, le 3 Elul.